Bonsoir chers internautes et téléspectateurs, vous qui allez regarder cette vidéo. Je suis Sharon Mouchinga, comme vous avez l'habitude de me voir, de m'écouter aussi. Et je ne cesserai de remercier ces personnes qui s'abonnent massivement à notre chaîne et toutes ces personnes qui nous suivent sur Instagram, Facebook et YouTube. Aujourd'hui, dans le compte de Point de Vue, nous avons reçu pour vous une personnalité qui va se présenter tantôt, qui nous dira qui il est et que fait-il dans la vie. Mais au moins, je vous dis déjà qu'il s'appelle Christian Pinchi et avec lui, nous avons parlé de l'économie de la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est un sujet qui est très vaste, mais nous allons juste toucher quelques points pour ne pas abuser de votre temps. Alors, comme vous l'avez remarqué, il est déjà à ma gauche. Je dis bonjour, monsieur Christian. Bonjour, madame Sharon. Comme je l'ai dit tantôt, il va falloir que vous puissiez vous présenter. Dites-nous qui vous êtes et ce que vous faites. Je suis Christian Pinchi. Je suis un chercheur en économie. Je publie des articles liés aux questions macroéconomiques, système financier et politique monétaire. En bref, c'est ça. Voilà, ça c'est ce que fait monsieur Christian Pinchi. D'accord. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui est en train vraiment de pouvoir troubler l'économie du pays. Déjà, même avant ce sujet-là, il y avait des problèmes économiques dans notre société. Le sujet, il ne s'agit de rien d'autre que la COVID-19 que nous vivons actuellement. Déjà avant cette pandémie, nous avions déjà des problèmes économiques parlant, mais actuellement aussi avec cette pandémie qui ne cesse de ruiner encore la population. Pensez-vous que comment la RDC va s'en sortir? Oui, donc arrivé en 2020, on a eu un choc, la COVID-19. Et c'est un choc qui est causé par un virus. Donc au départ, ce n'était pas un choc économique. Mais comme c'est un choc sanitaire, ça touche également toute la santé. Et ce qui touche la santé touche également l'économie. Et voilà ce qui a fait encore grimper notre économie à une crise incroyable. Et maintenant là, nous avons une baisse du taux de croissance. Et qui est parti même jusqu'autour de moins 2%. Donc nous sommes en pleine crise. Nous sommes en récession. Nous sommes en pleine crise, mais si Oui. là c'est juste pendant. Et si on doit Pendant. parler après Covid-19? Oui, après Covid, ça serait un peu difficile, mais il faut faire des stratégies pour une bonne reprise. Comme quelle stratégie, par exemple? Oui, donc il faut que les politiques, nous avons des politiques publiques ou des politiques économiques. Ce sont des mesures que l'État ou les pouvoirs publics prennent pour stabiliser l'économie. Okay. Il y a le gouvernement qui fait sa part avec la politique budgétaire. Il y a aussi la Banque centrale qui fait sa part avec la politique monétaire. Okay. Donc, la coordination de ces deux politiques-là peuvent nous amener à une bonne reprise. Et autre chose, maintenant là, la priorité, c'est d'abord de sauver des vies. Okay. Ah oui, oui. D'abord, il y aurait trop de dépenses sanitaires. Il faut subvenir aux besoins des malades, des gens infectés, et puis donc ça va trop dépenser. D'ouvrir une petite parenthèse concernant peut-être l'alimentation. Si on doit juste parler de la crise en fait, alimentaire, si l'État congolais parvient à sortir beaucoup d'argent juste pour des besoins sanitaires, mais pourquoi ce même État congolais-là ne parvient pas à sortir de l'argent pour pouvoir peut-être œuvrer dans l'agriculture ou l'élevage? Bon, ce que tu dis là, c'est déjà un projet. C'est ce qu'on appelle des politiques structurelles, hein, Okay. pour alimenter un peu les fonctionnements économiques d'un pays. Il faut qu'il y ait une bonne stratégie du point de vue agricole, industriel et alimentaire. Mais là, maintenant, c'est une autre question. Nous sommes en crise. Il faut d'abord régler les problèmes de la crise et après cela, repenser à toutes ces questions-là. Bon, déjà au départ, notre économie était un peu une économie qui ne fonctionne pas totalement bien. Donc nous sommes une économie peu diversifiée. Tout ce qu'on fait provient de l'extérieur.
Mais cependant, nous avons une terre fertile C'est ça. sur tout le C'est plan. ça le problème. C'est ça le problème. Et puis à l'intérieur, là-bas, il y a plusieurs terres qui sont fertiles. Mais aussi, il faut de la bonne foi de la part de l'État. Donc le problème que nous avons, c'est de la bonne foi. Oui, la bonne foi et puis l'homme, hein, tout passe par l'homme. Donc, il faut un leader politique. Mais je crois que le président a parlé de tous ces plans, même les plans des 100 jours ici. Il a parlé, mais pour faire bientôt ces 5 ans qui sont écoulés comme ça. Oui. Les problèmes, c'est que notre économie est un peu atypique. Hein. Mais des gens comme vous, pourquoi vous ne proposez pas des solutions? Oui, nous ne sommes que dans les conseils. Nous, on conseille. Okay. Oui. Et l'action, c'est chez les décideurs. Vous pouvez nous dire clairement que vous vous proposez, mais c'est les personnes qui doivent agir qui ne veulent pas agir, c'est ça? Bon, entre guillemets, on peut le dire ainsi. Hein? On peut le dire ainsi, mais si on doit juste rester dans le problème de la crise alimentaire, c'est vrai que ce secteur-là, contribue beaucoup au développement d'un pays ou de la population, surtout plus nous en RDC, à Kinshasa pratiquement. Mais la grande question est de savoir ce problème qu'il y a, peut-être aujourd'hui, dans pas longtemps, il y a un monsieur qui se plaignait, eux, ils s'élancent dans l'agriculture, mais leurs terrains sont en train d'être arrachés par les autorités du pays qui veulent construire les immeubles. Vous ne pensez pas que nos autorités eux-mêmes sont à la base de la destruction? C'est à Kinshasa. Ah, ok. Bon, les grands problèmes de l'agriculture, c'est qu'il doit y avoir des banques agricoles. Okay. Oui. S'aventurer dans un projet agricole, ça demande beaucoup de temps. Oui, parce que la récolte prend trop de temps. Alors, il faut vraiment des crédits agricoles pour subvenir et financer ces secteurs-là. C'est comme si notre pays a plus besoin de se faire emprunter pour autre chose, oui. Pas pour l'agriculture. Non. L'agriculture, à l'époque, on appelait cela les poumons de toute économie. Ça va? Oui. Et puis, les biens avec l'agriculture, ça a un effet d'entraînement du point de vue emploi, tout ça, et marché de travail. Okay. Mais seulement, ça demande trop et ça prend du temps. Et puis, autre chose, on n'a pas de banques agricoles qui peuvent prêter ces agriculteurs-là pour qu'ils fassent bien leur métier. D'accord. Vous nous avez dit tantôt que nous sommes plus dans l'importation que l'exportation. Non, les deux. Exportation et importation. Donc, les pays tirent ses revenus dans l'exportation et les agents, la population, tout ce qu'on dépense proviennent plus de l'extérieur. Donc, on achète plus à l'extérieur, ce qu'on appelle importation. Exactement. C'est ça. C'est ce que je dis. Donc, on dépend plus de... Oui, les deux là. Oui. Les deux là, en fait. Mais nous avons presque tout. J'aimerais un peu que nous puissions rester là pendant quelques minutes. On a presque tout, en fait, dans notre pays qui est la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui manque que nous puissions produire? Parce que dans d'autres pays, ils viennent plus cultiver chez nous et ils emmènent chez eux pour produire et après nous le revendre. Mais pourquoi nous ne pouvons juste pas mettre des mécanismes pour commencer à produire ici? Au moins, ça créerait plus de travail pour ceux qui n'en ont pas et aussi nous aurons peu de dépenses à faire. Oui. Donc, cette question-là, chaque année, ça se répète toujours. Moi, je commence même à l'appeler une chanson. La diversification de l'économie congolaise. Donc, tout le monde, quand ils viennent, non, il faut diversifier, il faut ça. Oui. Mais maintenant, il faut de l'action. Et il faut commencer quelque part. Vous voyez, il y a plusieurs secteurs. Hein. Il y a même l'électrification, l'agriculture, l'industrialisation de l'économie, transport, énergie, tout ça. Il y en a des trop, mais il faut cibler. Il faut cibler des secteurs. Moi, je m'étais dit, si on peut des fois commencer avec l'électrification, peut-être de Kinshasa, ça fera déjà une bonne affaire. Okay. Et puis, ça va amoindrir un peu toutes les dépenses là, des groupes ou panneaux, tout ça. Vous voyez?
Et autre chose, pour financer l'économie, ça demande aussi de l'argent, comme vous l'avez dit sur les emprunts. Oui, oui. Mais on n'a pas aussi assez de banques ici. Nous avons un système financier ou un système bancaire qui est peu profond. Mais si on dit que l'État tire ses moyens des impôts, de taxes et tout ce qu'il y a, l'État a ses ressources dans ce sens-là. Mais si déjà il y a trop de tracasseries pour même les Congolais qui essayent d'entrer dans ce monde de l'agriculture et de l'élevage, même seulement pour quitter l'intérieur du pays et arriver à Kinshasa, c'est tout à fait un problème parce qu'il y a toute une chaîne de personnes que tu dois nourrir. Tu dois nourrir le gouverneur, le fils du gouverneur, payer sa scolarité, payer son loyer, payer tout ce qui lui revient. Et après, c'est ce qui fait que les choses coûtent un peu plus à Kinshasa. Oui. Autre problème, vous voyez les projets de 5 chantiers ou de la révolution de la modernité. Qui étaient inachevés jusqu'à nos jours. Oui, mais au départ, c'était un bon projet. Oui. Tu vois? Oui, mais les problèmes étaient au niveau de l'action ou de la réalisation. Donc, déjà, quelque chose qu'on peut acheter ici ou à Bandundu ou à Kivu, moins cher, nous, on importe. Alors, qu'il faut-il faire? Il faut reconstruire le pays. Il faut animer le pays avec une infrastructure assez solide. Bâtir des routes qui quittent peut-être Kinshasa, Bandundu jusqu'à Kivu, tout ça. Ça va directement alimenter notre propre économie ici. Donc il y aura un marché intérieur qui sera dynamique. Mais si on doit juste intéresser aussi le domaine de la corruption, vous ne pensez pas que l'État ne se retrouvera toujours pas? Parce qu'avec la corruption... Oui, mais la corruption est partout. Hein. Mais à Kinshasa, au Congo, c'est énorme. Ah, la corruption est partout, même aux États-Unis, il y a toujours la corruption. Moi, leur mode de vie et le nôtre, c'est vraiment différent. Oui. Donc, pour moi, commençons avec l'infrastructure. Bâtissons notre pays, reconstruisons-les et faisons en sorte qu'il y ait des grandes routes, des routes nationaux. Qui fera cela? Vous pensez que nous avons des personnes de confiance dans notre pays pour pouvoir... Les gouvernements peuvent le faire. Voilà, chers internautes et téléspectateurs, nous sommes en train de continuer avec Monsieur Christian Pinchil, qui est un chercheur en économie, bien sûr, mais nous sommes en train d'aller petit à petit, en tout cas, vers la fin de cette émission. Mais je reviens à vous, Monsieur Christian, si on doit parler un petit peu de la monnaie congolaise, bien sûr, qui est en train de perdre sa valeur dans le marché. Nous avons commencé, nous, quand on grandissait, le taux était à 8, je crois, à 80, et actuellement, nous sommes pratiquement 20, si je peux le dire. Et plus le jour passe, plus la monnaie congolaise perd sa valeur. Oui, effectivement, tu as raison. Bon, en termes de taux, on utilise plus, comme tu as dit, 80, 800, 900, parce que c'est $1 les francs congolais. Exactement. Ok. Bon, les problèmes avec les francs congolais, les vrais problèmes avec les francs congolais, au départ, quand je parlais de l'économie, je vous avais parlé sur les exportations. Donc, les francs congolais perdent sa valeur. Pourquoi? Parce que notre pays, on dépend plus des exportations. L'État, normalement, c'est à la Banque centrale. La Banque centrale qui est le gérant ou les garants de la stabilité de la monnaie. Et la Banque centrale, quand elle voit que la monnaie perd de sa valeur ou se déprécie, la Banque centrale intervient sur le marché en injectant ou en ponctionnant ces francs congolais. Donc, avec les dollars, c'est juste ce qu'on appelle la théorie ou l'équilibre du marché, l'offre et la demande. Vous voyez, si par exemple, moi, j'ai beaucoup, si nous sommes beaucoup d'acheteurs, nous voulons acheter peut-être ton téléphone, tu seras obligé d'augmenter les prix. Donc, c'est un peu ça avec les francs congolais. Il y a trop de francs congolais qui sont en circulation par rapport au dollar.
Or, nous, dans ces pays, nous sommes dans un pays dollarisé. Nous achetons, nous fixons les prix, nous faisons des paiements en dollars. Et on vit aussi de l'importation. Tout ce qu'on achète de l'intérieur, ça, nos habits, souliers, téléphones, on les paye en dollars. On les achète en dollars. Donc, ce qui fait que quand il y a plus de demandes de dollars en circulation, ça augmente les prix du dollar. Donc, à la longue, et nous ça risquons baisse. de perdre même le franc congolais au pays. Non, non, non. Il faut qu'il y ait des interventions. Je vais y arriver. J'explique d'abord les causes. Ok. Pourquoi les taux continuent à se déprécier. Donc, il y a plus de francs congolais, il y a plus de monnaies congolaises en circulation par rapport en dollars. Et autre chose, il faut qu'il y ait des dollars. Il faut que la Banque centrale ait des dollars pour injecter ces dollars en circulation, comme ça qu'il y ait plusieurs dollars et que ça raréfie un peu les francs congolais et que la valeur du franc congolais puisse reprendre. Maintenant, où proviennent ces dollars-là ou ces devises que la Banque centrale peut intervenir sur le marché pour stabiliser la monnaie des exportations. Et maintenant, là, les prix des matières premières qu'on exporte baissent. Donc, ça veut dire qu'il y a une réduction de ces recettes-là qui entrent, les recettes d'exportation. Et ça raréfie un peu les réserves internationales de la Banque centrale. Donc, ce sont des réserves internationales de la RDC, mais qui sont détenues à la Banque centrale. Et ça sert tout justement à stabiliser la monnaie quand il y a crise ou quand il y a baisse de la valeur de la monnaie. Oui. Maintenant, là, la Banque centrale fait des efforts pour stabiliser la monnaie. Et puis, il y a autre chose. Il y a la COVID-19. La COVID-19, c'est un choc qui attaque aussi notre monnaie à travers l'incertitude. La population n'a pas tellement confiance au gouvernement ou aux politiques de la RDC. Ce qui fait que la population anticipe en fait une dépréciation de la monnaie. Donc, tel que tu es là, tu m'as déjà dit que non, on va arriver où on va perdre. Oui, oui, on va perdre la valeur de la monnaie. C'est déjà une anticipation. Donc, tu anticipes déjà que non, notre pays, nous ne sommes pas assez forts pour stabiliser et ça va toujours continuer. Mieux vaut garder les dollars et dépenser déjà les francs congolais. Et ça aussi, c'est un autre problème. Maintenant, que faire? La solution. Première solution, comme je l'avais dit, il faut qu'il y ait des entrées de devises pour injecter ces devises en circulation. Mais avec cette incertitude de la COVID-19, ça ne va pas totalement marcher. Il faut autre chose. Moi, je propose une bonne communication. Vous voyez, en 1929, il y a eu une grande crise. Et le président Roosevelt, il parlait à tout moment à la population. Il parlait, soyez calme, nous allons stabiliser. Et la population était calme et il n'y avait plus des anticipations. Pareillement ici, nous sommes en pleine crise. Et il faut qu'il y ait des communications à tout moment, qu'il soit le gouverneur de la Banque centrale ou le président qui parle à la population. Même à Lingala, qu'il parle parce que la majorité des opérateurs économiques en RDC, ils parlent la langue nationale. Oui, oui. Donc, il faut parler en français. Et aussi en Lingala, Chiluba, Kikongo, Swahili, pour apaiser un peu la population et gérer les anticipations là, qui font augmenter ces taux. Ok, d'accord, nous sommes en train de chuter complètement. Mais une autre question concernant les petites et moyennes entreprises, ces personnes qui essayent aussi de pouvoir soutenir le pays à leur manière, leur façon de faire les choses. Mais cependant, ces personnes ne sont pas vraiment encouragées par l'État congolais. Ce sont des personnes qui sont en train de beaucoup subir. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Oui, oui. Ça fait déjà 10 ans, je crois, qu'on a un problème sur les PME. Vous voyez, ceux qui supportent les économies, ce sont les PME.
qui sont les privés, les PME, tout ça, mais avec des emprunts, des prêts aux banques, tout ça. Mais dans notre pays, ces PME-là ne sont pas protégés, ils ne sont pas accompagnés par le pouvoir public. Oui, normalement l'État devrait accompagner tous ces gens-là pour rebondir en fait notre économie. Parce qu'on ne va pas s'éterniser avec les histoires des produits miniers, tout ça. Toute économie, chaque économie est basée sur les PME, les privés. C'est ça en fait le moteur des économies. Il y aura de l'emploi, il y aura une redynamisation de l'économie. Donc, ça, c'est vraiment une recommandation qu'on fait depuis toujours, de soutenir les PME. Mais autre problème aussi, nous n'avons, les banques ont des exigences assez difficiles. C'est ce qu'on appelle des garanties ou des collatéraux. Exactement. Ouais, oui, c'est trop exorbitant. Et puis, Et comment faire pour une personne qui n'a encore rien, mais qui a un projet, qui oui, a une idée? Normalement, cette personne peut soumettre son projet à la banque oui, et obtenir du financement. oui, Ce oui. qui n'est pas le cas dans notre pays, peut-être. Oui, généralement c'est comme ça, mais je pense qu'il y a aussi un problème d'asymétrie d'information. Autre part, d'une part chez les gens là qui ont des projets, d'autre part aussi chez les banques. Donc, ces gens-là ont directement en tête que dès que je pars demander un prêt dans une banque, on ne va pas me l'accorder. Vous comprenez? Et les banques aussi manifestent difficilement leur accord d'octroyer à ces gens-là, d'autant plus que les taux débitaires, donc les taux qu'on accorde à un crédit ou au prêt, est autour de 14%, 20%, et c'est trop. Vous voyez, dans d'autres pays, les taux sont tout autour de 2%, 1%, 0%. Donc là, c'est en fait les rôles de l'État ou de la Banque centrale d'influencer un peu les banques commerciales pour qu'ils puissent baisser leur taux d'intérêt et permettre à ce que tout celui qui a un projet, tout celui qui veut faire son PME puisse aller de l'avant. Oui, oui, oui. D'accord. Voilà, nous sommes en train de clôturer pratiquement à la fin. Une petite idée au fait. Il y a aujourd'hui dans le monde, on parle de la crypto-monnaie, on parle de trading et tout ça. Mais en RDC, ces choses ne sont pas encore officielles. Cependant, nous voyons dans d'autres pays, l'État a déjà permis l'officialisation de ces choses. Mais pourquoi la République démocratique du Congo ne veut pas vraiment s'y intéresser? Bon, la crypto-monnaie et le trading, ce sont vraiment des sujets assez récurrents ces dernières années. Mais seulement, il ne faut pas y aller rapidement comme ça. Parce que c'est un terrain à haut risque. Donc, les risques est tellement exacerbé que je crois que l'État a fait a fait une bonne idée pour essayer un peu d'atténuer son expansion. Vous voyez, maintenant, là, il y a ce qu'on appelle les cybercriminalités. Parce que la crypto-monnaie, en fait, c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée. Or, la monnaie papier ici que nous utilisons, c'est une monnaie qui est contrôlée, qui peut être contrôlée par la Banque centrale ou dans d'autres pays par l'État. Et s'il y a crise, on peut ponctionner, ou bien s'il y a trop de demandes, on peut injecter. Or, avec la crypto-monnaie, tout se passe sur Internet. Oui, donc tout se passe sur la blockchain. Et selon moi, nous ne sommes pas encore prêts pour ça, mais c'est bien. Mais seulement une monnaie qui n'est pas contrôlée. Il y a des hauts risques. Puis, les cyberattaques ou les cybercriminels, ils peuvent agir rapidement. Donc, pour y entrer, il faut aussi être fort du côté informatique. Il faut qu'il y ait aussi des politiques dites intelligentes pour essayer un peu de visualiser ou de juguler un peu ces marchés-là.
pour ne pas abuser de votre temps et du temps de personnes qui sont aussi en train de nous regarder, parce que l'économie est très vaste, nous avons juste essayé de toucher quelques points pour dire l'essentiel. Mais votre mot de la fin pour aujourd'hui? Bon, ce que je dirais, nous sommes en pleine crise. Euh, les politiques économiques doivent s'y prendre. Ils doivent déjà appliquer des politiques souples ou des politiques laxistes et expansionnistes, c'est-à-dire l'État doit subvenir aussi aux ménages les plus démunis. Parce que là, nous sommes en confinement. Et qui dit confinement, vous bloquez l'économie, vous bloquez les activités. Et celui qui vendait, celui qui faisait sa restauration, reste à la maison. Et donc, quand vous faites une mesure, il faut aussi qu'il y ait, parce qu'il faut toujours faire une analyse coût-bénéfice. Ces gens-là, ils vivent comment, ils sont comment. Alors, je souhaiterais que l'État puisse penser aussi à ces gens-là, à la population les plus démunie, pour les aider un peu. Et du côté aussi de la Banque centrale, je souhaiterais à ce qu'il y ait beaucoup plus de communication pour apaiser un peu la population, pour cette stabilisation de la monnaie. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. D'accord. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagnée aujourd'hui et à vous, notre public qui est toujours là pour suivre nos vidéos. Nous vous disons énormément merci. Je remercie aussi mon patron depuis les États-Unis et tout en remerciant toutes ces personnes qui vont s'abonner encore une fois. En attendant, je vous dis au revoir et promets de vous retrouver très bientôt, c'est-à-dire le mois prochain, pour un nouveau numéro de Point de vue. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.